Merci beaucoup pour l'invitation aussi. Je suis très contente de revenir et ravie de vous voir. Justement, mon rôle est aussi d'encourager n'importe quel type d'individu en fait à faire des formations dans ce domaine parce que je trouve que avoir des connaissances data est un vrai acquis de nos jours et ma présentation va vous, espérons bien, montrer ça. Donc, je vais partager mon écran et je vais commencer la présentation dans un moment. Ok. Waouh. C'est un effet, c'est un effet infini. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui. Ok, très bien. Donc, merci encore une fois d'être présent ici. Déjà, le fait que vous êtes là, ça veut dire que vous êtes motivé de développer vos connaissances et vos compétences dans le domaine de la data. Et moi, justement, je suis spécialisée dans ce domaine. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi, tout d'abord, et je vais vous montrer quelle est mon éducation et quelle est mon expérience, justement pour souligner le fait que il n'est pas impératif d'avoir une éducation ciblée sur la data pour devenir data scientist. C'est que je le suis depuis environ plus de 6 ans. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, j'encourage tous les gens à être orientés data, à apprendre à travailler avec des outils de data et à se remarquer dans ce domaine qui est assez récent, mais extrêmement demandé à l'heure actuelle. Bien sûr, Power BI et SQL, ce sont des outils et de langage de programmation que moi, je suggère et j'incite les gens à connaître justement parce que ça va vous ouvrir plein de portes pour la suite à intégrer le marché de travail en data, n'importe quel est votre niveau d'expérience. Et André, je oui. te coupe. On voit pas ta présentation. Je sais pas Ah, si tu... c'est vrai? Ouais, on voit des fenêtres infinies pour le coup. Oh, désolée. Pas de souci. Ok. Partager. Ok. Apparemment, il faut que je... Alors, je sais pas si tu l'as ouverte dans un... Ouais, voilà. Ah, ok, parfait. Oui, justement. Merci beaucoup. Ouais. Donc, l'idée de cette présentation, encore une fois, j'étais sur le planning et de vous parler un petit peu de moi-même et ensuite de vous expliquer et vous montrer en fait que dans toutes les situations, avoir des connaissances dans le domaine Power BI, qui est un outil de visualisation et analytique extrêmement demandé sur le marché, ainsi qu'un outil de requêtage comme SQL, c'est un vrai avantage pour vous si jamais vous cherchez à travailler dans le domaine de la data. Voilà, donc qui je suis? Je suis un data scientist depuis environ 6 ans et actuellement, je travaille pour une entreprise américaine qui s'appelle H2E.ai, qui est justement une entreprise qui développe un logiciel d'intelligence artificielle qui rend la vie des individus plus facile dans le moment où on désire à développer des algorithmes de machine learning. Donc, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma carrière, je me suis spécialisée dans des plateformes d'intelligence artificielle et vous allez voir ça dans mon parcours. Ça me plaît bien à faire partie d'une communauté qui partage toutes sortes d'informations liées à la data. Et c'est pour ça aussi qu'en fait, j'étais présidente de l'association Lyon Data Science et je suis un membre actif, co-organisateur des événements qui incitent justement le partage de connaissances dans le domaine de la data. En plus, je suis freelance en data science, j'enseigne des cours, j'ai eu l'occasion d'enseigner Power BI, SQL, modèle de machine learning, Power BI, comme j'avais dit, Python, Tableau, plein d'outils. Et c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir partager les connaissances. Plus récemment, j'ai développé une entité qui s'appelle Grid Data, qui est justement responsable de faire du coaching personnalisé en data, ainsi que tenir des conférences B2B pour démocratiser la data, encourager le data literacy et justement aider à la démystification des concepts de data science, d'intelligence artificielle et de machine learning.
Et donc, en fait, je suis arrivée après beaucoup de temps passé et investi dans ce domaine qui me passionne, à avoir plein de followers sur LinkedIn, à tenir plein de conférences, à enseigner plein de cours et à aider les gens soit à développer des compétences dans ce domaine-là, soit à les montrer et se rendre éligible sur le marché de travail. Mais vous vous demandez comment est-ce que j'ai pu faire ça dans 6 ans d'activité? Bah, tout simplement, c'était un domaine qui m'a intéressée et même si je n'ai pas eu un parcours académique orienté data, bah, j'ai réussi, même avec les diplômes d'économie et le master en économie quantitative que j'ai eu, à arriver justement dans ce domaine de data science. Encore une fois, l'idée est que même si vous avez par exemple, des diplômes différentes que celles qu'on demande habituellement pour un data engineer, un data scientist ou tout autre rôle en data. Ce n'est pas grave parce que ce n'est pas le diplôme qui va montrer vos connaissances et vos compétences, c'est plutôt votre expérience, votre portefeuille et votre parcours professionnel qui va vous aider et va vous mettre en avance dans ce domaine-là. Donc, si jamais vous envisagez suivre une formation qui est spécialisée sur des outils data, bah, ça va certainement vous aider. Vous allez être en état de mettre ces nouvelles technologies sur votre CV et je vous assure que Power BI et SQL, ce sont parmi les plus demandés à l'heure actuelle. Et donc, en fait, moi aussi, pareil, je n'avais aucune expérience technique et je me suis demandé, ben, comment est-ce que moi, je peux travailler dans ce domaine-là? C'est difficile, je ne connais pas trop d'outils, qu'est-ce que je dois faire? Bah, alors, la persévérance est la plus importante. Je me suis posé la question, quels sont les outils que j'ai pu apprendre pendant mes études supérieures qui peuvent m'aider? Et le seul outil que j'avais trouvé, c'était R, qui est justement un langage de programmation statistique que j'avais étudié pendant un semestre à l'école ou un peu plus. Le seul outil qui m'a aidé justement à démarrer sur ce domaine-là. Et donc, en fait, avec cet outil-là, bah, je n'ai pas fait grand-chose au début. J'ai eu juste l'occasion de participer à un concours organisé par SAS Institute. Ça, c'est un outil statistique procédural que j'ai eu aussi à l'école comme cours. Je me suis dit, bah, pourquoi pas en fait développer mes compétences dessus et passer l'examen. Et après 200 après un processus de recrutement assez strong, en fait, après 200 intervenants, après 200 individus qui ont été évalués et interviewés, moi, j'ai eu l'occasion de faire partie parmi les premières 20. Et donc, ça m'a aidé à intégrer un internship, en fait, un premier boulot auprès d'un partenaire Gold de SAS qui était CGI, là où pendant 6 mois, j'ai eu l'occasion d'appliquer SAS et de commencer à apprendre justement à faire de machine learning avec cet outil. Donc ça, c'était le début de mon expérience. Mais ensuite, quand je changeais mon boulot, j'ai développé d'autres compétences. Et c'est pour ça que je vous montre ici. Je n'ai plus utilisé SAS. J'ai continué à utiliser R pour mon nouveau job en tant que Junior Data Scientist. Et ensuite, j'ai développé de nouvelles compétences sur Dataiku, qui était une plateforme d'intelligence artificielle, la deuxième que j'avais apprise après SAS, ainsi que Power BI. Donc, vous voyez bien que Power BI a été parmi mes premières expériences et même si je n'avais pas beaucoup de connaissances, la montée en compétences a été assez intuitive et ça m'a permis justement d'intégrer des projets que les customers avaient besoin sur la partie reporting de Power BI. Ensuite, j'ai changé un petit peu de rôle justement au sein de mon entreprise et j'ai commencé à apprendre du Python et du Tableau. Donc, Tableau, c'était le deuxième outil de visualisation que j'avais appris. Et vous voyez bien comme en montant en compétences et en expérience, je commençais à acquérir des nouvelles technologies.
il y a 3 ans, j'ai commencé à apprendre un autre outil de plateforme d'intelligence artificielle et j'ai commencé à me spécialiser sur Microsoft Azure, la partie data science et data analytics. Ça m'a beaucoup aidé auprès de mes clients en tant que data manager et donc ça m'a donné encore plus de possibilités à comprendre le besoin que le client avait, vu que actuellement toutes les données qu'on a en général se retrouvent dans le cloud. Il y a 1 an, j'ai commencé à apprendre 2 nouveaux outils, un sur DataRobot, une autre plateforme d'intelligence artificielle, et Palantir, qui est une plateforme de data démocratisation. J'ai continué à utiliser Tableau, j'ai continué à développer mes compétences en tant que professeur et instructeur pour des différents bootcamps. Et c'est ici le moment où mes étudiants ont commencé à me demander, mais en fait, est-ce que vous organisez aussi, vous donnez des cours et personnalisés pour comment en fait intégrer le marché de travail? Et donc, j'ai commencé à me demander, quel est le moment, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux développer encore plus ce plaisir pour l'enseignement et ce plaisir d'aider les gens et de partager les informations. Comment est-ce que je peux aider les gens à intégrer le marché du travail d'une façon plus simple? Et c'est là le moment où je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais besoin d'officialiser mon entité qui s'appelle Grid Data et j'ai commencé à construire des programmes divers pour aider n'importe quel étudiant qui voulait justement profiter de ces services. Donc, en fait, ce que j'avais fait, je me suis fait un compte sur TopMate, là où c'est la plateforme où je travaille, et j'ai développé 5 programmes personnalisés pour chaque individu en part. Un, c'est sur la Data Career Coaching, donc justement, on ne sait pas où on se trouve, on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire, mais on sait que ça nous intéressait de travailler dans la data. Ça, c'est un programme que j'ai développé. Un autre, c'est comment améliorer son CV ou son profil LinkedIn, comment faire des recherches pour décrocher des premiers boulots et comment se préparer pour des entretiens surtout techniques. Et donc, ça a fonctionné très bien. J'ai plein de résultats et j'ai plein de témoignages qui montrent en fait que la méthodologie que j'avais appliquée sur moi-même, ça marche pour n'importe qui, et autant que c'est quelque chose qu'il faut développer. Donc, ce n'est pas juste les compétences techniques qui comptent, ce sont aussi les compétences interrelationnelles qui vont jouer un rôle ici. Et plus qu'on investit dans ce domaine-là, mieux ça va nous aider à se rendre plus visible sur le marché. Et maintenant, je suis Customer Data Scientist chez une autre entreprise d'intelligence artificielle qui s'appelle H2E AI et je développe des modèles de machine learning, des applications qui permettent à faire beaucoup de choses, à mettre en production les modèles et à optimiser tout ce travail qui se retrouve sur le cycle de vie d'un projet data. Voilà, donc ça c'est un petit peu mon parcours. L'idée principale d'ici est qu'on ne peut pas apprendre tout d'un coup. Au fur et à mesure que vous allez développer vos compétences et vous allez les mettre en place et vous allez les mettre en application auprès de différentes entreprises, vous allez les acquérir. Donc, c'est comme ça, en fait, qu'on développe notre capacité technique en ayant de la patience, en soyant sérieux et en recherchant justement les projets qui nous intéressent et qui nous font plaisir. Donc, vous voyez maintenant, j'ai plein de compétences dans des différents outils. Bien sûr que SQL a été aussi quelque chose que j'ai dû apprendre au début, puisque en tant que data scientist, par exemple, ou data analyst, on ne peut pas s'y échapper. Et vous allez voir un peu plus tard les statistiques qui indiquent la même chose. Voilà, donc ça, c'était un petit peu mon introduction. Le but était de vous encourager à poursuivre vos rêves si la data vous intéresse. Et bien sûr, il y a plein de moyens par lesquels vous pouvez faire ça, des formations adaptées qui vous enseignent les bases et qui vous aident à faire une introduction bien organisée sera idéal. Donc ici, je me pose la question, pourquoi être data-driven? Pourquoi est-ce que je dois être orienté data?
Et donc, en fait, pour répondre à cette question-là, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire data-driven ou orienté data. Et donc, d'habitude, ce concept s'applique aux entreprises parce que les entreprises, moi, je les prends comme la cellule unitaire du système capitaliste, la cellule qui, en fait partie dans tout un système économique et chaque cellule, elle est spécialisée. Et donc, en fait, il y a des entreprises qui se spécialisent plus ou moins dans la data, mais moi, je considère qu'en fait, toutes les entreprises doivent être spécialisées dans ce domaine-là, puisque être orienté data, ça veut dire on va savoir comment prendre de la valeur sur les données qu'on a, qui viennent de nos clients, de données historiques de fournisseurs ou de développement de nos produits, et à prendre des décisions économiques adaptées. Ça veut dire qu'on ne va pas prendre des décisions juste parce qu'on le sent ou parce que c'est l'intuition qu'on ne peut pas expliquer. On va prendre des décisions stratégiques basées sur la donnée, de point de vue statistique, qui seront avec l'indice de probabilité le plus grand de réussir. Et donc, en fait, c'est pour ça que avoir des connaissances des technologies qui font de l'analyse de la donnée, bah, ça va vous permettre exactement cette chose-là. Montrer votre cas, faire une présentation qui soit persuasive par rapport au projet que vous êtes en train de développer avec vos collègues. Et donc, il y a plein d'avantages. Ici, j'ai trouvé que quelques-unes qui, à l'heure actuelle, peuvent être les plus importantes pour vous. Donc, connaître de la data, ça veut dire avoir plus d'opportunités dans ce domaine-là, avoir des projets intéressants pour travailler dessus plus intensivement. Donc, à l'heure actuelle, les opportunités qu'on peut trouver dans la data sont beaucoup plus grosses que des opportunités qu'on peut trouver dans des autres domaines d'activité. Et c'est un domaine en pleine croissance et ça va continuer à rester comme ça puisqu'on voit que les plus grosses entreprises sont celles qui savent actuellement capitaliser sur les données, ses propres données ou les données de ses clients. Et c'est pour ça, en fait, que vous, si vous allez réussir aussi être data-orienté, bah, vous allez contribuer encore plus au succès de l'entreprise. Et les entreprises cherchent des personnes comme vous qui sont data literate. C'est ça ce que j'aime bien dire, qui ont une connaissance data plus poussée. Un salaire plus grand et plus adapté va venir avec des connaissances dans la data. Donc, on voit qu'en moyenne, les salaires dans la data sont plus hauts que les salaires dans d'autres types d'industries qu'on peut avoir. Une flexibilité et une souplesse plus grande va venir aussi puisque ça va vous aider, si vous le désirez, à travailler en distanciel plus souvent et ça va vous permettre aussi à avoir un accès au marché international plus facilement. Donc, plus que vous développez vos connaissances, plus que d'autres pays seront intéressés d'avoir vos connaissances, d'intégrer vos connaissances dans leur propre approche stratégique vers la data. Donc, c'est pour ça que j'encourage tout le monde à faire cet effort-là si ça vous intéresse vraiment parce que vous n'aurez que des avantages pour la suite. Et même dans les situations où vous êtes débutant, bah, il y a des choses qu'on peut faire certainement pour développer vos compétences et vous rendre éligible sur le marché. Donc, soyez persistant et osez plus parce qu'il y a une place pour vous à n'importe quel niveau vous vous retrouvez. Voilà, donc c'était ça l'idée autour de data driven. Et maintenant, on peut se demander pourquoi en fait apprendre du Power BI. Power BI, c'est un outil, comme je disais quand je vous ai encouragé d'être plus data oriented, de data analyse. C'est une grosse technologie qui commence à être plus en plus demandée sur le marché, surtout le marché français, et qui aide justement à analyser les données de votre entreprise au but de prendre une décision économique reliable ou justement rassurante. Et donc, ici, je voulais non pas faire un démo, mais plutôt vous montrer quelques projets qui ont été réalisés pour vous rendre un peu plus curieux de travailler avec Power BI parce que je trouve que Power BI, il a beaucoup de potentiel. Moi, j'ai travaillé pendant des années avec Power BI et il y a plein de choses que vous pouvez faire avec. Voilà, donc j'aurai à vous présenter un cas sur des données de Game of Thrones, ensuite un cas sur l'apprentissage de domaines statistiques et un autre cas sur l'analyse de demande en data sur le marché.
Donc, je vais cliquer sur le premier. Je ne suis pas sûre si vous voyez mon écran, si vous voyez ma nouvelle page. Ouais, c'est bon, pas de C'est souci. bon? Parfait. Donc voilà, Power BI a une grosse communauté où, il y a plein de personnes qui sont intéressées justement à partager leurs retrouvailles et leurs, projets. Ça, c'est un d'entre eux. Disons que, bon, tout le monde connaît Game of Thrones. On est intéressé à apprendre plus, dessus. Bah, Power BI, ça peut vous aider une fois que vous avez ces données, bien nettoyées et bien organisées, bah, on peut prendre ces données-là et les faire ingérer dans un projet Power BI. Et si on a un petit peu de skill dessus, bon, en fait, on peut arriver à des résultats extraordinaires. Et donc ici, on peut voir tous les 8 saisons et leur moyenne sur IMDb. Et en dessous, je peux voir ensuite toutes sortes de barres. Et si je mets la souris dessus, bah, j'ai des informations supplémentaires qui peuvent s'afficher. Donc voilà, dans ce cas-là, j'ai mis la souris sur l'épisode numéro 8 de saison 1 et je vois quel est le taux moyen, la note, combien de votes il y en a, qui a été leur directeur, un petit thumbnail et le nombre d'étoiles ainsi qu'une description. Donc, très intéressant. C'est juste pour vous montrer un petit peu les fonctionnalités de Power BI. Si je sélectionne quelque chose, ben, en fait, Power BI, il est très interactif. On peut voir juste les choses qui nous intéressent. Donc, à tout moment, je peux cliquer dessus. Il y a plein d'interactivités qui se passent. Moi, je peux être très curieuse et voir justement les épisodes qui m'intéressent le plus. Donc voilà, ça c'est une des pages et j'ai plein d'autres pages où je peux cliquer dessus. Voilà, ici c'est une autre page qui va vous montrer quels ont été les meilleurs épisodes de la série et vont montrer en fait le nombre d'individus qui ont regardé les saisons. On peut aussi cliquer dessus et sélectionner le taux moyen et les votes par épisode dans saison qui nous intéresse particulièrement. Il y a plein d'interactivités, beaucoup de statistiques et comme vous voyez, à tout le moment, quand je change la sélection, bah, en fait, le rapport, il s'adapte et il est extrêmement réactif. Voilà, ça c'est un des exemples. Sur une troisième page, bah, je peux voir la description de chaque épisode en part. Et toutes ces informations, bah, en fait, elles ont été collectées de sites de films et je peux voir qu'en fait, ce rapport peut être voire mieux réalisé que le site IMDb d'où les informations ont été ramassées. Je peux sélectionner la saison et je peux sélectionner n'importe quelle information m'intéresse. Ça peut servir aussi comme template, c'est-à-dire que si j'ai une autre série qui m'intéresse, au lieu de Game of Thrones, tout ce que je dois faire, bah, justement m'assurer que le jeu de données, il est bien conçu et je vais l'utiliser comme input. Donc, je vais le faire ingérer dans ce template-là au but de changer les informations. Donc, moi, j'ai adoré cet exemple puisque ça montre justement l'extension de l'interactivité et le désir de prendre en considération l'expérience utilisateur quand on développe ces types de rapports. Voilà. Un autre exemple que j'aurai, c'est plutôt sur un autre rapport. Ici, c'est pour faire apprendre aux gens quels sont les types de visuels qu'on peut avoir selon les données et selon les types de visuels par données qu'on a. Donc ici, on a une première page qui montre les types de données qu'on peut retrouver en Power BI et on a déviation, distribution, change over time, corrélation, ranking, spatial. Et donc, si je clique dessus, bah, je vais voir en fait tous les types de visuels que Power BI nous offre. Donc voilà, juste pour la partie géolocalisation, on peut regarder qu'il y a plein de visuels qui peuvent montrer la même information, mais de façon différente. Donc, vous avez plein d'opportunités à choisir celui qui vous convient pour le présenter à vos responsables ou à vos clients si jamais vous travaillez avec des données de géolocalisation.
Si je reviens et je clique sur le home page, en fait, je arrive sur la même page et je peux, par exemple, cliquer sur la distribution. Ici, il y a des visuels qui montrent toutes sortes de données de distribution et ainsi de suite. Donc, je peux passer plein de temps dessus juste à regarder à quoi ça ressemble le visuel qui sont adaptés à un type spécifique de données. Et un autre exemple, le dernier que je veux vous montrer, et je pense que ça va être encore plus intéressant, c'est analyser le marché data avec Power BI. Donc ici, on a pris des données très récentes de 2022 et on a 3 types de pages qu'on peut regarder. Cliquons sur le skills. Donc, ça va m'amener sur la page numéro 3. Et ici, c'est que je vois, et en fait, les skills ou les compétences les plus demandées selon des mots-clés qui ont été utilisés dans l'apparition de Job Search. Et donc, on voit ici que, par exemple, SQL, il est la compétence la plus recherchée sur toutes les autres. Ensuite, on a Python, on a Cloud, AWS, Machine Learning, Azure. Donc, vous voyez, il y a plein de mots que je peux regarder jusqu'à la fin. Mais je vois qu'en fait, SQL, il est le plus important. Voilà. Donc, maintenant, si c'est ça le cas, passons à notre présentation et voir pourquoi est-ce que SQL, il est aussi très important. Donc, je reviens ici pour partager la présentation. J'ai un peu du mal à... Comment j'avais fait l'autre fois. Oui. C'est bon? Est-ce que... OK, parfait, merci. Voilà, donc en fait, j'espère que vous êtes persuadés que Power BI est une bonne opportunité pour vous à découvrir tout un monde et à le représenter visuellement, à le partager avec les autres visuellement. Maintenant, pourquoi SQL? SQL, comme vous avez regardé, est une compétence extrêmement demandée. Si je regarde ici, je vois qu'il y a sur les colonnes les types de rôles qu'on peut avoir dans la data. On peut être business analyst, data architect, data engineer, data science manager, data scientist, machine learning engineer, research engineer and scientist. Donc, il y a plein. Mais ce que j'observe pour tout ça est que tous ces types de rôles, elles nécessitent une connaissance de SQL. Le plus grand d'entre elles peuvent être, si je regarde bien, le data architect, le data scientist manager, le data analyst et le data scientist en soi-même. Mais en fait, tous ces rôles nécessitent une connaissance de SQL et je vous encourage forcément à commencer à travailler dessus parce qu'il y a plein de recruteurs qui sont intéressés en priorité par cette compétence. Avec cette compétence, vous allez bien sûr être en état de mieux nettoyer et préparer vos données pour le faire ingérer dans Power BI aussi. Donc, pourquoi SQL? Il y a plein de raisons. La première est que c'est une compétence extrêmement demandée. C'est une compétence extrêmement utile aussi pour faire de l'analyse de la donnée, pour faire du reporting. Presque toutes les technologies qui travaillent avec la data, en fait, elles sont compatibles avec du SQL. C'est très utile si vous voulez développer votre carrière, votre travail dans la data. Et c'est assez intuitif à apprendre. Donc, à tout moment, n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de compétences de programmation, à oser à travailler avec SQL parce que c'est un peu plus intuitif que des langages, par exemple, orientés objets. Et ici, j'avais créé aussi la raison pour laquelle je pense SQL, c'est utile en général. En fait, on travaille avec des gros entrepôts de données et on utilise SQL pour mieux structurer l'information et pour la rendre plus accessible à toutes les personnes qui utilisent des données en entrée pour n'importe quoi, même pour des classeurs Excel.
Et ici, je vous donne juste un exemple, puisque en fait, en data science, on a un petit peu cette règle tacite. On veut toutes les tables qu'on a à notre disposition amener dans un seul endroit, dans une seule table. Donc, par exemple, quand on fait du machine learning, on a besoin d'une table en entrée, on n'a pas besoin de 10 tables. Mais il se peut, par exemple, qu'on a l'information qu'on cherche dans plusieurs tables. Donc ici, on a un exemple, j'ai la table de customers ou de clients et j'ai la table de ordre de ces clients-là. Et ces deux tables sont individuelles puisqu'elles concernent des informations différentes. Dans une base de données structurée, ces tables, elles vont être complètement dissociées. Et moi, si je veux, par exemple, faire un visuel qui montre le nombre d'ordres par client, j'aurais besoin de joindre ou de mettre ensemble, de réunir ces tables dans une seule table. Et c'est ici que SQL intervient. Il y a toutes sortes de fonctions qui nous permettent de rendre notre table ultime très, très structurée. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle on veut faire du SQL. Et comme vous avez vu, en fait, c'est assez important à comprendre ce langage. Et maintenant, c'est un petit peu mon astuce pour vous sur les étapes suivantes. Si vous vous demandez qu'est-ce que je dois faire pour la suite, la première et toute la première chose que vous devez faire est de décider quel est le job que vous voulez. Écrivez sur un bout de papier, je veux travailler dans la data si c'est le cas, et si oui, quel type de travail dans la data, puisqu'on n'est pas tous faits pour coder. Donc, peut-être data ingénieur, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. On n'est pas tous pour faire du management de projet data et peut-être alors c'est un autre rôle qui vous intéresse plus. Donc, ne faites pas l'erreur de commencer à travailler dans le domaine sans savoir quel est le domaine qui vous plaît, puisque ça va vous rendre malheureux assez rapidement. Et moi, j'encourage toujours les gens de suivre leur cœur plus que leur désir pour devenir fameux tout de suite. La deuxième étape sera d'améliorer vos compétences et de les enrichir le plus possible. Les compétences techniques dans la data sont toujours demandées. Donc, c'est encore mieux si vous pouvez mettre un outil de visualisation sur votre CV, SQL aussi. Ça va vous donner un avantage par rapport à ceux qui n'ont pas ces technologies dessus. Et ensuite, préparez-vous pour votre visibilité. Même les meilleurs data scientists ou les meilleurs codeurs ne trouveront pas toujours les meilleures opportunités juste parce qu'ils ont du mal à se mettre en avance, à se promouvoir, à montrer leurs compétences et ils sont parfois trop modestes dans leur approche de montrer au monde entier et aux possibles recruteurs quelles sont les qualités qu'ils ont. Et c'est pour ça, en fait, que j'avais créé cette entité qui s'appelle Grid Data, justement pour donner l'opportunité à des personnes qui sont motivées à investir dans leur développement professionnel à se manifester. Et donc, si jamais vous êtes intéressé, en plus de suivre la formation de Wild Code School, aussi à avoir du coaching personnalisé avec des étapes précises sur comment améliorer votre visibilité, vous pouvez me retrouver sur TopMate ou sur LinkedIn. Voilà. Ça, c'est ma présentation. J'espère que je suis bien dans les clos. On est pas mal, on a dépassé d'1 minute, mais bon, ça devrait aller. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur la présentation d'Andrea avant qu'on clôture l'événement? Non. En tout cas, merci beaucoup, Andrea. C'était très, très intéressant. Je pense que ça a donné des exemples concrets aux participants. Merci beaucoup aussi. N'hésitez pas à poser vos questions. Et encore une fois, félicitations pour ce pas d'essayer d'investir dans vous-même, se former constamment pour améliorer son avenir professionnel est quelque chose que je recommande profondément.